Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Les Gestes qui Sauvent, un rendez-vous sur lequel nous recevons un expert qui donne des conseils pratiques qui peuvent sauver des vies humaines autour de nous. Sur ce nouveau numéro, nous allons pouvoir parler de changement climatique, ce que c'est que le changement climatique. Vous savez que depuis de nombreuses années, la température sur la Terre augmente de façon spectaculaire. Ce changement se répercute sur les climats locaux à travers le monde. La météo change constamment. Et pour répondre donc à ces préoccupations, nous sommes avec un expert aujourd'hui qui va nous entretenir sur ce qu'est le changement climatique, les causes, conséquences, sans oublier les gestes qu'il faut pour lutter contre ce phénomène. Alors nous souhaitons la bienvenue à notre invité, Dr Eustache Potimer. J'y arrive. Merci. Il est agronome spécialiste en phytotechnique, amélioration des plantes et sciences des semences. Voilà. Il est également militant des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis de résilience vis-à-vis des changements climatiques. Il est entre autres président de la commission des jeunes parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami, cher monsieur Julius. Déjà, nous vous disons merci pour votre courage, votre détermination à vouloir aider la communauté à comprendre ce que c'est que tout ce qui embrase l'environnement. C'est tout un honneur pour nous. Et déjà, nous vous demandons quel est l'intérêt que vous avez à accompagner la communauté dans ces démarches. Merci et rebonjour, cher ami, cher monsieur Julius. Avant tout, je voudrais d'entrée remercier toute la maison. Je parle de la Radio Afrique Santé, voilà, qui m'a fait ce plaisir, cet honneur, j'allais dire, ce matin, de m'inviter pour débattre d'une question autant actuelle. C'est une question de grande actualité, de grande importance, qu'est le changement climatique. Alors, oui, ma motivation, je la tire d'où? Quand vous êtes dans une communauté, d'accord, où les gens se supportent bien, c'est que ça aura forcément un impact positif sur votre vie. D'accord. Super. Mais dans le cas contraire, lorsque les gens vont mal, c'est que vous aussi, vous allez forcément en pâtir. Alors, allez bien, c'est pour ça que nous devrons pour garantir cet environnement-là qui nous permettrait à chacun de nous de se porter bien sur le plan sanitaire, sur le plan nutritionnel, et après cet acquis de bonne santé, on peut alors vaquer à nos occupations. On peut alors contribuer dans tel domaine ou dans tel autre pour l'évolution de notre communauté. Alors c'est pour ça, c'est de là que moi je tire ma motivation, mon envie de pouvoir aider ma communauté à mieux voir, à mieux prendre des décisions, à mieux agir, à mieux préserver les acquis communs pour le bien-être commun. Merci beaucoup, Dr Eustache Potimer. Et déjà, pour aller en profondeur donc, de notre sujet, nous allons pouvoir vous poser la question de savoir, parce que nous parlons des changements climatiques, et il faut pouvoir demander comment peut-on définir ce phénomène-là. Alors, d'abord, nous allons parler des changements climatiques. Voilà. Le mettre au pluriel. Et je dois dire simplement que ces changements se définissent simplement par des variations à long terme des températures, c'est des modèles météorologiques. Et il est important de souligner qu'il peut s'agir de variations naturelles, d'accord, dues simplement ou dues par exemple à des variations du cycle du soleil, ou également à des éruptions volcaniques massives. Donc pour l'instant, nous allons simplement retenir que ce sont des variations à long terme des températures et des modèles météorologiques. Donc ça ne vient qu'à partir de la nature. Il n'y a rien que la nature qui cause cela. Est-ce que cela ne vient pas peut-être des œuvres des hommes? Absolument pas. C'est exprès que j'ai souligné que il y a une part naturelle, d'accord, dans ce processus-là. Mais évidemment, il y a des causes, d'accord, émanant, il y a des facteurs émanant de l'homme, de la vie de l'homme, qui vient influencer, c'est-à-dire rehausser, dupliquer ou
tout ce que ça amplifie, j'allais dire, ce phénomène-là. Et évidemment, lié à ces facteurs, c'est-à-dire, quand on parle de ces facteurs anthropiques, c'est-à-dire de ces causes émanant de l'homme, nous allons mettre la lumière sur les facteurs principaux, les facteurs même qui sont à l'origine, d'accord, de ces changements-là. Ils ne sont rien d'autre que les gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Je ne sais pas si certainement vous en avez déjà entendu parler, mais vous pouvez détailler un peu pour les... Voilà, déjà en détail, c'est que ce sont des gaz comme le dioxyde de carbone ou le méthane, ce sont les plus connus, qui sont dans l'atmosphère mais qui peuvent émaner de l'action anthropique, c'est-à-dire de l'action de l'homme, des activités de l'homme au quotidien. Et en réalité, ces gaz se concentrent, forment une couche dans le haut de l'atmosphère, et cette couche, normalement, naturellement, a un rôle qu'elle joue. Son rôle normal, c'est de garder la chaleur. Son rôle naturel, c'est de garder la chaleur du soleil, maintenir la chaleur du soleil. Et normalement, cette chaleur a un rôle à jouer, c'est d'éviter que la Terre soit refroidie. D'accord. Ça participe au réchauffement normal naturel de la Terre. Mais il se fait que, de par les actions de l'homme, ces gaz sont émis beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus intensément, et cela concourt à la formation, c'est-à-dire à l'apaisissement de cette couche-là que forment ces gaz naturels. Donc cette couche s'apaise davantage, et il y a plus d'accumulation de chaleur, ce qui génère le réchauffement de la planète avec tous les colorants que nous connaissons. Et donc, pour simplifier ou pour résumer, nous allons dire que les changements climatiques sont causés par les gaz à effet de serre. Ces gaz-là, comme je l'ai dit tantôt, comme le dioxyde de carbone et le méthane, sont naturellement dans l'atmosphère, mais les activités humaines viennent les amplifier dans la nature, et la couche que formaient ces gaz-là, la couche plus ou moins peu épaisse que formaient ces gaz-là, s'apaissit, d'accord, devient dense et garde plus de chaleur qu'il en faut. Alors, quand on parle de gaz à effet de serre, peut-être pour nos amis qui ne sont pas forcément spécialistes du domaine, c'est quoi une serre? Une serre, nous l'utilisons souvent nous autres en agronomie. Vous voyez comme cette chambre-là est faite, je veux dire que c'est une chambre en fait qui est faite souvent avec des bâches ou bien des matières plastiques transparentes, ou qui peuvent laisser passer le rayon, c'est-à-dire le rayon solaire, et qu'on utilise pour créer des environnements contrôlés pour la production agricole par exemple. Et donc cet ensemble-là maintient une certaine chaleur. Ça constitue une couche la serre permet de maintenir une certaine chaleur dans un certain environnement, et aussi ça permet aussi pour nous, agronomes, de contrôler des invasions, des insectes, d'accord, d'éviter les insectes, des attaques des insectes, de contrôler plus ou moins le milieu pour une bonne production. Alors, lorsque ces gaz-là se regroupent, se condensent et forment, d'accord, et donc je l'ai maintenant cet effet de serre, c'est que ça maintient la chaleur, comme la serre, qu'on utilise maintient la chaleur, ça maintient la chaleur, et lorsque la couche elle est plus épaisse, plus la chaleur se condense, et cela génère le réchauffement de la planète dont j'ai parlé tantôt, avec toutes les colorés. Voilà. Super. Colorés. Et est-ce que c'est toujours dû à ces gaz à effet de serre, ou bien l'avancée aussi de la mer, les érosions et autres là ne font pas partie donc des changements climatiques? Merci. C'est un effet domino, comme le dirait l'autre, certains. C'est de cause à effet. Une fois la chaleur la chaleur dans l'atmosphère s'est intensifiée,
nous avons le réchauffement, comme nous l'avions dit. Ce réchauffement va provoquer la fonte des glaciers, par exemple. La fonte des des glaciers. glaciers. Voilà. Et quand les glaciers se fondent, c'est que il y a l'eau. Quand la glace se fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau. Mais si les glaciers se fondent, c'est que normalement, il y a de quoi que la mer Voilà. Augmente, évolue prend, voilà. en volume, si vous voulez. Et voilà, c'est ça. Donc, tout part de ce réchauffement de la planète là pour générer beaucoup de conséquences, beaucoup de phénomènes dont nous allons parler certainement plus en détail. Merci beaucoup pour vos explications. Et il faut dire, c'est tout ce que vous venez de citer. Est-ce que tout ça là, l'impact cela peut avoir peut-être sur la santé des hommes, l'entourage, l'environnement dans lequel nous sommes? Merci, monsieur le journaliste. Les impacts sont nombreux. D'accord, ils sont tout aussi importants les uns que les autres. Par exemple, lorsque ce réchauffement-là se produit, il y a ce qu'on appelle la modification, c'est-à-dire des équilibres naturels. Nous avons par exemple la température qui s'augmente, qui n'est plus ce qu'on a l'habitude de vivre, Voilà. naturellement ou tendrement. Est-ce que cela veut dire que ces changements-là s'opèrent au niveau déjà des saisons que nous avons, des saisons? Mais j'aimerais bien vous retourner la question. Si vous êtes observateur depuis pratiquement, je vais dire 5 ans ou 10 ans, si vous avez des parents, ou si vous êtes attentionné par rapport à la nature, le régime des pluies, des sécheresses, vous allez constater que les choses changent. C'est-à-dire, on tombe dans des périodes où on espère la pluie ne tombe pas du tout. Voilà. On est dans une période où c'est du extrême, on espère pas la pluie, mais elle tombe tellement. En 2019, il y a eu une saison pluvieuse dense. Si vous vous en rappelez, ce serait bien. Certainement, les gens qui nous écoutent vont forcément se rappeler. Voilà. Il y avait une période de pluie dense. C'est-à-dire les pluies tombent, mais elles sont beaucoup plus denses. Il y a trop d'eau. Et cela provoque par endroits des inondations. Et voilà. Et dans ce même temps, j'aimerais profiter pour souligner le fait que, en fait, en termes de conséquences, nous avons les deux extrêmes. Nous avons, il y a des endroits des pays où vraiment c'est de grandes inondations. Je crois, c'était en Burkina Faso. C'était au Burkina Faso, dans un pays du Sahel où il y avait, bon, à moins que je n'ai pas vraiment la mémoire au point par rapport à cet élément-là, où il y avait des inondations au point où les télévisions, c'est-à-dire tous les appareils électroménagers flottaient dans l'eau. D'accord? Sinon en Afrique. En Afrique. Oui, en Afrique ici. Et dans le même temps, il y a des endroits où tellement il fait chaud que on n'arrive plus à produire. On n'arrive plus à produire pour pouvoir soutenir, permettre d'abord et soutenir en plus la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et donc ce sont là autant d'extrêmes que nous pouvons souligner. Tout à l'heure, en parlant de l'augmentation, vous avez parlé de la prise de volume de la mer, par exemple. Je vous signale qu'il y a des hypothèses. Vous savez, il y a des modélisations qui se font. Et on prédit, d'accord, ce à quoi on pourrait s'attendre d'ici quelques années. De la météo. Voilà. Donc, il y a de ces hypothèses qui ont souligné que les océans, d'accord, auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 82 cm. Et quand on dit que l'océan augmente de 82 cm, c'est pas petit. Et tout ce que ça peut générer comme conséquence, ce n'est pas vraiment imaginable. D'accord? Donc, ce sont là des traits qui font sentir, d'accord, la présence ou l'effectivité de ces changements climatiques-là. Alors, toujours continuant en parlant des conséquences de ces changements climatiques sur la vie de l'homme, ces mêmes prédictions ont révélé que environ 700 millions de personnes vont devoir quitter leur logement. 700 millions. Oui, de personnes
vont devoir quitter leur logement pour d'autres refuges d'ici à la fin du siècle. De la même manière, l'évolution, c'est l'augmentation de la température moyenne, d'accord, Oui. que cette variation permet et accentue l'évaporation de l'eau. L'évaporation. De l'eau. Et donc, en même temps, le cycle de l'eau se modifie et les conséquences sont, du fait de ce cycle de l'eau-là qui se modifie, les conséquences sont la présence de fortes pluies dans des endroits donnés et aussi la présence de sécheresse à des endroits donnés aussi. Et forte dans des endroits, dans d'autres endroits. Et ainsi, nous vivons peut-être un peu modérément déjà chez nous, mais si les choses vont dans ce sens-là sans que l'on ne agisse ou l'on intensifie les actions pour adoucir ou diminuer, c'est que ces extrêmes climatiques-là vont continuer vraiment d'acuité. Et donc, voilà ce que je peux déjà dire. Maintenant, parlons de notre santé, d'accord? Parce que notre santé est vraiment tributaire de notre environnement. Voilà. C'est-à-dire, elle dépend de notre environnement, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Et ces changements-là qui s'opèrent de façon peut-être brusque, ou peut-être douce d'abord pour l'instant, mais quand même brusque par des endroits donnés, elle va générer ce réchauffement-là que nous notons. Et sur notre santé, nous avons par exemple des insectes qu'on ne connaissait pas dans des endroits donnés qui apparaissent. Ce n'est qu'un exemple. Il y a par exemple, parlant d'insectes, les moustiques tigres. Tigre. Oui, voilà, les moustiques tigres. Voilà. C'est pour la première fois que j'entends parler de ça. Tigres qui apparaissent dans des régions où on ne les a jamais rencontrés. Et de même, nous avons la maladie qu'on appelle la chikungunya, d'accord, ou la dengue, voilà, qui apparaissent aussi dans les endroits donnés. C'est une maladie que les gens ne connaissaient pas, mais qui envoie tout le monde à la débandade. Et donc, nous avons aussi, pour donner comme exemple de manifestation de ces changements climatiques, nous avons que le désert gagne de terrain. Voilà. C'est le cas au Kenya et aussi en Tanzanie. Les pays qui étaient déjà peut-être enclins au désert vont constater que le désert gagne davantage d'espace chez eux parce qu'ils auront davantage moins d'eau. D'accord, ils vont être vraiment exposés aux extrêmes dont on parlait. Chez eux sera la sécheresse. Donc, le désert, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Et quand il n'y a plus d'arbres, qu'est-ce qu'il y a? Quand il n'y a plus d'arbres, c'est le désert qui avance. Parce que la vie est impossible. Partout, la vie est impossible. On est obligé de quitter. Voilà, on a dit que la nature a horreur du vide. Du vide, voilà. Donc, quand il n'y a pas l'autre, c'est que un autre se présente, se pointe. Voilà. Et de même, n'allons pas oublier l'impact que cela a sur la biodiversité. Évidemment, tout à l'heure, en donnant l'exemple du désert qui gagne du terrain, nous avons bien parlé de l'absence d'eau, entraînant l'absence de vie, et donc l'absence des plantes, d'accord, oui. Des espèces. Donc il y a certainement des espèces qui vont peut-être résister, il y a mais d'autres qui seront lessivées, qui vont partir. Et donc la biodiversité est fortement menacée, et la science révèle que 20 à 30% des espèces végétales ou animales de la planète risquent de disparaître à court ou à long terme d'ici la fin du millénaire. Et ils ont estimé que chaque année, pratiquement ou environ 20 000 espèces sont perdues. 20 000 espèces? Oui, sont perdues. À cause de
de ces modifications climatiques-là. Donc, voilà autant d'exemples de cas, d'accord, exemples pratiques, palpables que les gens vivent, des réalités que les gens vivent et qui émanent de ces modifications climatiques-là. Et je crois que ce sont des cas, ce sont des phénomènes, ou bien ce sont des phénomènes évidemment très très importants et qui interpellent au plus haut niveau, d'accord, chacun de nous. Voilà. Parce que lorsque la biodiversité est menacée, la vie humaine est menacée tout simplement. Ouais. Parce que nous les hommes, nous dépendons des plantes, nous dépendons des espèces animales. Et donc, tant qu'on n'aura plus de quoi se nourrir, c'est que nous aussi nous sommes appelés à disparaître. Donc, le risque, il est très important, il est suffisamment important pour toucher la conscience de chacun de nous, pour nous réveiller de notre sommeil si on dormait, ou pour nous amener à plus courir si déjà on s'échauffait ou on marchait, afin de pouvoir contrôler, afin de pouvoir atténuer, d'accord, ou si vous voulez lutter contre ces changements-là qui non seulement menacent notre environnement, mais nous menacent aussi. On va pouvoir continuer, comme vous l'avez dit, atténuer donc ces impacts-là. Mais pour lutter donc contre ces impacts, que faut-il faire? Eh bien, merci. C'est déjà tout heureux que j'ai sorti déjà le mot et que vous l'avez accompagné aussi, atténuer. Alors, dans cette démarche de croisade, voilà, ou de lutte, si vous voulez, contre ces modifications du climat, nous allons beaucoup plus nous appesantir et ça se fait déjà. Il y a beaucoup d'organisations sur le plan national et international qui militent et œuvrent dans ce sens-là. Donc, pour atténuer les impacts, d'accord, de ces changements-là sur la vie, sur notre vie, ou pour nous adapter. Ça va dans les deux sens. Donc, quand on part en croisade, d'accord, dans cette démarche de lutte contre ces changements-là, nous œuvrons pour atténuer, c'est-à-dire pour diminuer, cette pression que nous ressentons de ces modifications-là. Mais en même temps, on s'adapte. On œuvre également, c'est-à-dire on met la science à contribution, on met les intelligences à contribution pour réfléchir à comment nous allons faire pour coopter, pour nous adapter, pour aller avec, pour pouvoir essayer de faire notre bien, supporter davantage, élargir notre capacité, ou simplement notre résilience. C'est le mot qui veut dire qu'on ne peut pas arrêter ces modifications. Vous savez, déjà, il y a une part naturelle. C'est exprès que je l'avais mentionné au début de cette émission. Mais c'est une naturelle qui émane de ces gaz-là, qui sont naturels dans l'atmosphère, peut-être à un degré vraiment raisonnable, qui provoque évidemment ce changement-là beaucoup plus doucement, d'accord, d'une façon beaucoup plus douce. Mais ce sont des actions, d'accord, qui viennent générer davantage, c'est-à-dire qui viennent libérer, c'est-à-dire en masse ces gaz-là dans la nature. Et donc, lorsque nous sommes appelés à toujours vivre comme nous vivons aujourd'hui, on va utiliser des voitures forcément qui mettent des gaz, on va faire le feu, on va faire ça, d'accord. Toutes les actions génèrent ces gaz, les entreprises et tout. Je parle sur le plan national également et surtout sur le plan mondial. Pour avoir les produits manufacturés, il faut des industries pour travailler. Voilà. Ces industries ont de grosses machines qui dégagent ces gaz à effet de serre. Et donc, tant que nous allons dépendre de ces aliments-là qui émanent de ces industries-là, tant que nous allons consommer ces moyens de déplacement que nous avons et qui génèrent ces gaz-là, nous ne pouvons pas les arrêter du jour au lendemain. Mais ce que nous pouvons faire peut-être, c'est pouvoir plus les contrôler. C'est pouvoir plus diminuer le taux de gaz à effet de serre que nous émettons. Parce que pour guérir de mal, il faut d'abord en connaître les causes,
Voilà. D'accord. Une fois les causes sont connues, il faut maintenant s'investir à comment faire pour ramollir ces causes-là. C'est-à-dire ou pour faire disparaître ces causes-là. Donc nous sommes totalement dans cette démarche quand nous parlons d'atténuation et quand nous parlons surtout d'atténuation. Donc c'est la première chose à faire, le premier pas à poser, d'accord, dans cette démarche de lutte, si vous voulez sauter ce mot-là, moi je préfère atténuation, adaptation. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir diminuer le taux de gaz à effet de serre que nous émettons. C'est la première chose à faire. Puisqu'il est pratiquement impossible de ne pas du tout en émettre. Parce qu'il y a toujours des industries qui sont en place. Qui vont fonctionner. Il y aura toujours, on va se déplacer. C'est mort. On ne peut plus s'en passer. Alors, ce qu'on peut faire plutôt, c'est de pouvoir influer sur déjà notre mode de vie. D'accord, notre mode de vie, de façon à pouvoir ramener à la baisse ce taux, c'est-à-dire cette quantité de gaz à effet de serre que nous émettons. Voilà. Et lorsque nous ferons cela, les gaz à effet de serre vont diminuer dans l'atmosphère, cette couche va s'émincir. Et lorsque cette couche va s'émincir, il y aura moins de chaleur qui sera retenue sur la surface de la Terre, il y aura moins de réchauffement, il y aura moins de fonte de glaciers, il y aura moins toutes les conséquences que nous avons énumérées supra. Alors, dans cette démarche de mitigation, d'atténuation, donc les autres parleront de mitigation. Dans cette démarche-là, donc déjà, il faut limiter l'émission de gaz à effet de serre. Et cela passe par, comme je l'ai dit tantôt, la réduction de la production et de la consommation des énergies fossiles. Pour parler beaucoup plus techniquement et beaucoup plus précisément. Alors, c'est quoi ces énergies fossiles-là? Nous avons les gaz. C'est à la fois leur production et leur consommation. Nous avons les gaz. Nous avons le pétrole. Pour faire allusion au carburant, à l'essence que nous utilisons, d'accord? On fait ça comme ça. Parce que quand nous allons plus consommer, d'abord la production du pétrole même, les raffineries, ça dégage des gaz à effet de serre. C'est une ressource minière qu'il faut extraire. Ces pétroles-là ou ces essences-là n'apparaissent pas sur la surface de la Terre par magie. Il faut des industries pour aller les extraire, pour les travailler, donc les raffineries. Et donc, même dans la production, au cours de la production de ces énergies-là, il y a déjà émission de gaz à effet de serre. Et en plus, leur consommation, la combustion de ce pétrole, par exemple, génère davantage de gaz à effet de serre. Donc, c'est la justice que nous parlions tout à l'heure de limiter, d'accord, ou de faire attention à la production et la consommation des énergies fossiles. Et je citais le gaz, le pétrole, le charbon. Quand on parle de charbon ici, il ne faut pas voir le charbon de bois. Mais ici, celui-là aussi émet de gaz à effet de serre. Il faut surtout penser au charbon minier. Et donc, c'est déjà ça. En plus, il faut rappeler que dans la démarche de lutter contre le changement climatique, ou de contrôler ou d'atténuer les impacts des changements climatiques, c'est beaucoup plus une question de bonne pratique. De bonne pratique, parce que nous avons compris que ces changements émanent de l'accumulation de gaz. Voilà. Et ces gaz proviennent de nos activités, des moyens que nous utilisons pour consommer et autres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant agir sur notre consommation. D'accord. Déjà, on prend par là pour que vous puissiez donner des conseils donc pratiques en quelques secondes pour les auditeurs sur cette situation-là. Oui, tout à fait. Je présume que nous avançons grandement à la fin de l'émission. Voilà, donc il y a plein de pratiques que nous pouvons utiliser, nous pouvons adopter. Déjà, adopter des énergies
l'utilisation et la consommation des énergies renouvelables. Par exemple, nous avons le solaire. Aujourd'hui, on parle de lampes solaires. Voilà. D'accord. Au lieu d'utiliser l'énergie de la SBE qui est produite dont la production émet des gaz à effet de serre, aujourd'hui, on milite beaucoup plus pour les panneaux solaires. Les panneaux solaires, d'accord, pour produire la lumière. Et également, nous avons l'énergie éolienne, il y a l'énergie hydraulique, nous avons la géothermie, nous avons les biocarburants qui sont utilisés, tout au moins, même si la consommation des biocarburants pourrait générer des gaz à effet de serre, au moins, puisque ce sont des biocarburants, leur production n'en produirait pas comme la production quand je prends par exemple de l'essence comme exemple, d'accord, l'essence que les moteurs utilisent par exemple. Et donc, tout au moins sur le volet de la production, on ferait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et également, en termes de bonnes pratiques, il y a qu'il est important d'éviter ou de réduire les gaspillages. Quand vous avez, ça dit plus vous faites de gaspillage, plus vous mettez de gaz à effet de serre. Quand par exemple dans les maisons, les robinets ne sont pas bien fermés, il y a l'eau qui s'égoutte. Voilà. Et cette eau-là, elle a été travaillée pour venir pour que vous ne l'utilisez pour vous alimenter. Et cette production là-bas génère des gaz à effet de serre. Plus on va éviter le gaspillage de l'eau, moins on va consommer de l'eau et moins on va demander de production d'eau qui émettra à son tour moins de gaz à effet de serre. Donc, voilà. Je pense que nous allons nous arrêter là et continuer après. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Eustache Pocheme, pour vos explications. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Afrique Santé. C'était votre émission Les gestes qui sauvent. Et vous avez compris, on a parlé des changements climatiques. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un autre numéro à parler de tout ce qu'il faut faire pour que les bonnes pratiques soient dans la communauté. Merci et bye bye. Merci.